Du coup, je vais m'occuper du deuxième talk de ce soir. On va parler de DesignOps. Pour ceux qui ne connaissent pas le DesignOps, je vais expliquer ce que c'est. Euh, déjà, merci pour d'être venu. Et puis, merci à lui qui nous a accueillis ce soir. Et puis, merci à Lydia pour l'invitation et à Guillaume pour le petit coup de pouce vers Lydia. Rapidement, moi, je m'appelle Geoffrey, je suis designer. Dans le moment, j'ai mis mon parcours, ça vous permettra de comprendre comment je suis arrivé au DesignOps en fait. C'est pas simplement pour mettre mon CV. Et du coup, j'ai commencé avec une formation multimédia en France. Pour ceux qui connaissent les formations françaises, c'est SRC. Et SRC dans l'écosystème numérique, c'est assez connu. Et j'ai fini en école d'art à Lyon. J'ai commencé en faisant du free, en bossant en agence, en bossant avec une dernière grosse expérience dans une boîte type startup en Allemagne. Après, quand je suis revenu en France, j'ai monté une agence pendant 8 ans. On est monté à un associé, on est monté à 5 salariés. On avait 60% d'activité sur du WordPress sur mesure, du vrai custom WordPress, et 40% des produits pour des scalés. Et depuis 2022, je suis bien en solo. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est du design ops et de la stratégie de design pour les équipes digitales. C'est-à-dire que je bosse à la fois pour des agences web, pour les équipes de design d'agences web, pour des SaaS, on va dire, plutôt dans des phases de scale ou dans des phases d'industrialisation. Et puis, de temps en temps, pour des équipes digitales qui sont intégrées, notamment chez les vendeurs. Le design ops, je vais vous expliquer juste après ce que c'est, comment j'en suis venu là. Moi, j'ai toujours eu un profil, j'ai mis très très longtemps à trouver un petit peu, à me trouver dans le monde du design numérique. Quand vous venez d'une formation multimédia, vous avez quand même des compétences techniques et vous arrivez en école d'art, vous savez pas trop ce qu'on fait là. Après, vous vous rendez compte que vous avez pas mal de lacunes en design, ben, faut tout l'apprendre. Apprenez tout vous-même. Et au final, l'univers l'univers du design, vous n'amenez pas forcément à vous questionner sur le profil de designer que vous avez. Moi, j'ai toujours eu un profil où je faisais du code à côté du design, et où je m'intéressais à plein de composantes qui sont satellites au design. La stratégie, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le marketing. Ouais. J'ai aussi très rapidement une ambition qui est loin des pixels. Voilà, être le meilleur designer de cette visuel, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et au fur et à mesure de diriger mon agence, en fait, j'ai commencé à découvrir, j'ai commencé à prendre goût au fait d'accompagner des gens, de faire grandir, de les voir évoluer. Et du coup, j'ai développé plutôt une appétence sur la manière dont mon travail pouvait avoir de l'effet à moyen long terme. C'est-à-dire qu'au début, je me cherchais, voilà, est-ce que je fais de la VR? Bof. Est-ce que je fais de la DC? Voilà, la DC, ça marche un peu mieux parce qu'il y a de la stratégie, donc c'est chouette. Le jour où j'ai découvert la notion de DNF, je me suis dit, en fait, c'est ça. D'accord. Le design ops, donc c'est soit un métier, soit une fonction. Ça va dépendre de l'organisation. Moi, ce que j'appelle un métier, c'est quelque chose qui se pratique à plein temps, en fait. Ce que j'appelle une fonction, c'est plutôt quelque chose qui se pratique pas une dizaine d'années. C'est pas du tout le temps. Parfois, il fait du vide, parfois, il fait de la prod. Donc voilà. On est soit sur un métier, soit sur une fonction, c'est quelque chose de relativement jeune, mais ce qu'il faut globalement comprendre, c'est que le rôle du design ops, ça va être de faire en sorte que les équipes design puissent mieux produire, puissent produire de manière plus qualitative, forcément de manière plus quantitative, mais qu'en fait, on fasse de la machine design quelque chose qui roule vraiment bien. Donc, on va attaquer plusieurs fois. On va travailler sur la facilitation. Donc, comment est-ce qu'on rend le travail plus facile à faire? On va travailler sur l'industrialisation. Ça, c'est un gros chantier. Comment est-ce qu'on évite de refaire des choses qu'on a faites un fois, et surtout, comment est-ce que l'industrialisation nous permet de cultiver le sur-mesure. Sur un projet, on fait jamais 100% de sur-mesure, ça n'existe pas. Ceux qui disent qu'ils font 100% de sur-mesure, ils bossent avec des grilles sur mesure, c'est une industrialisation.
Donc, l'idée de l'industrialisation, c'est vraiment de mieux définir le terrain du sur-mesure pour que le sur-mesure s'exprime beaucoup mieux. L'industrialisation nous sert aussi à faire de l'amélioration continue. Bah, forcément, à force d'industrialiser, bah, chaque nouveau projet qu'on développe, qu'on sort, chaque nouvelle feature qu'on développe, qu'on sort, on industrialise ce qu'on a appris dedans et ça nous permet de farmer sur notre process d'opération. Et le dernier bloc, c'est un bloc beaucoup plus humain. Le dernier bloc du métier de designer, c'est de communiquer sur la démarche. Donc, c'est d'évangéliser, de vendre la démarche, de susciter de l'adhésion, de la faire vivre, etc. Donc, en gros, on n'est pas sur des métiers de production, on est plus sur des métiers d'encadrement, de structuration. Ça fait appel à plusieurs choses. Donc, forcément, à des outils. On va travailler sur des process, sur de la méthode. On va travailler sur du design system. On va travailler sur de la documentation. On va travailler sur de l'humain, forcément. C'est le gros point, de la fonction. Donc, comment est-ce qu'on emploie des rituels, comment est-ce qu'on fait du feedback, comment est-ce que le feedback c'est différent de review. Et du coup, comment on fait la review. Il y a un aspect mentorat aussi dans le designer qui intervient, le suivi de carrière, notamment des individus. Et après, il y a ce que je disais dans le volet humain tout à l'heure de la culture, communication, évangélisation, comment est-ce qu'on va vers d'autres humains pour communiquer ce qu'on fait avec les humains. Et le dernier point, qu'on ne voit pas souvent, en tout cas qu'on découvre au fur et à mesure, c'est que le designer, en fait, une de ses grosses fonctions, ou un de ses gros objectifs, c'est de connecter. Depuis très très longtemps, en fait, le design, c'est un métier qui a du mal à se connecter aux autres composants qui sont autour. Donc, l'idée, c'est que le designer amène les organisations à pratiquer un design qui soit connecté au modèle de l'entreprise, qui soit connecté au marché, qui soit connecté aux autres métiers, qui soit connecté aux différents niveaux d'utilisateurs. Ça peut être un user, ça peut être un tuteur. Donc, en gros, ça, c'est le designer, parce qu'en tout cas, c'est une image du designer. Aujourd'hui, dans ma pratique, moi, je travaille à la fois avec des agences, à la fois avec des gens qui font du SaaS, sur le même métier. Donc, forcément, ça amène à, je refais pas tout de zéro chaque fois sur une collaboration. Donc, ça amène forcément à se poser la question de qu'est-ce que je ne refais pas et qu'est-ce que je dois faire de manière identique sur un modèle sur l'autre. Donc, déjà, quelque chose de rassurant, c'est que pour un même job, sur deux typologies d'entreprises différentes, on a des choses en commun. Qu'est-ce qu'on a en commun? Le premier élément, c'est la vision. Que ce soit une agence ou un SaaS, en fait, les deux modèles sont portés par la vision. L'agence, en fait, ce qu'elle va faire, c'est essayer de développer une vision d'agence et c'est à travers le projet qu'elle va sortir que la vision va venir. On a la vision d'une agence hyper créative, etc., etc. En principe, les projets qui vont sortir vont servir cette vision. Et du coup, l'organisation du design pour service, pour sortir ces projets qui servent la vision, elle va être adaptée à ça. Côté ça, c'est exactement pareil, sauf qu'on est sur une vision de produit. C'est de quelle manière est-ce que mon produit va adresser un problème, répondre au problème et fournir peut-être quelque chose de nouveau. On est aussi sur une vision très claire. Par contre, on va pas du tout organiser la fonction design de la même manière, parce que on a une vision qui est orientée vraiment utilisateur, pas forcément orientée portfolio ou visibilité. Et du coup, l'organisation, notamment des process, des méthodes de design, va différer. Mais en tout cas, la vision, ça reste un socle commun. Même si après, elle vit de manière différente, ça reste un socle commun. Le deuxième socle commun, c'est que quel que soit le modèle agence ou SaaS, en fait, on a besoin de méthodes, on a besoin d'outils. On a besoin de savoir comment on fait les choses, et on a besoin de savoir avec quoi on fait les choses. Donc, le comment, c'est des process plus ou moins macro-micro, donc un process de création de site web de composé. Ça peut être un process micro. Ensuite, on va rentrer sur une section du process. On va le creuser davantage, on va passer en micro. Côté SaaS, ça va être un process on va pas forcément être sur un process de déploiement produit,
parce que les produits se déploient sans date de fin, mais on va être sur des process macro qui sont plus de l'ordre de comment est-ce qu'on déploie le futur, comment est-ce que, voilà, dans lequel vous allez voir ce qu'on veut tout à l'heure, le discovery, du testing, etc., ça. Et après, au sein de ce process-là, on va pouvoir bosser aussi des process plus micro. Voilà. Et à chaque étape des différents process qu'on travaille, dans les types de structures, on va aussi travailler des méthodes. Donc, la différence entre process et méthode, si je prends l'exemple des agences, le process, ça va être comment est-ce qu'on crée un site pour un client. La méthode, ça va être comment est-ce qu'on organise un atelier de définition de personnel et contrôle. C'est ça la différence. Le deuxième volet, ça va être quoi est-ce qu'on fait des choses. Donc là, c'est les outils. Ça, en général, en design, c'est ce qui nous parle. Donc les outils, c'est quoi? C'est les softwares, c'est les stacks. Donc, quand je parle de stacks, ça peut être des stacks techniques, mais ça peut aussi des stacks design. Certains types, au final, c'est des stacks design. Et la manière dont ces outils s'interconnectent entre eux. Donc ça, c'est le deuxième point commun, c'est les deux structures ont besoin de méthodes et d'outils. Le troisième point commun, et ça, c'est quelque chose qui, quand on commence à manager du design, en tout cas, moi, je ne m'y attendais pas, et j'ai découvert ça un petit peu en frontal à la dure, c'est que quelle que soit la structure, en fait, on a besoin de talent. On commence à organiser la pratique d'un métier, que ce soit du DevOps, organiser la pratique du dev, du designer, organiser la pratique du design. La gestion des talents, en fait, on ne peut pas passer à côté. Parce que, on organise le travail de les gens avec eux. Et si des gens, on organise ça avec les gens, déjà, il faut qu'ils puissent les garder. Et si on organise pas avec les gens, en tout cas, c'est, voilà. Et, de deux, c'est qu'il faut pouvoir en ramener d'autres. Donc, ça veut dire qu'on a à la fois des problématiques de rétention de talent et à la fois des problématiques d'acquisition de talent. Et du coup, tout ce qu'on va mettre en place en termes de pratique du design dans la structure va aussi servir ça. On a besoin de mettre en pratique, mais on a besoin de mettre en place des pratiques de design qui valorisent les individus en place, qui les font monter en compétences, qui les font éventuellement transiter de poste parce qu'on se rend compte que cette personne, en fait, sa zone d'excellence, elle est plutôt jusqu'à sur la research, par exemple. Et depuis le début, on la met sur l'UX. Enfin, sur l'UX, de toute façon, c'est ergonomique. De toute façon, de l'interface, on voit que cette personne va bien à sa place. Faire de la rétention, la garder, c'est peut-être éventuellement la transiter. Ou bien c'est se rendre compte qu'il y a des soft skills qu'il faut acquérir, il y a de la posture à changer. B, pour attirer les talents, il y a aussi plusieurs phases. C'est comment est-ce que toute la démarche de design qu'on va mettre en place fait en sorte, en tout cas serve le fait que ceux qui sont actuellement en place deviennent des ambassadeurs, des chasses pour nous, c'est peut-être pour nous. Et comment est-ce qu'à la fin, on arrive à attirer les gens, et une fois qu'ils sont là, à les améliorer. Ceux qui ont déjà été dans des démarches comme ça, vous arrivez dans une entreprise où il y a déjà des process de langue, des méthodes dans tous les sens, des outils de luxe et tout, vous arrivez, s'il n'y a pas d'onboarding, en fait, vous avez beau être le meilleur dans ce que vous faites, c'est l'indigestion. Donc l'onboarding fait partie de la gestion des talents. On soit en avance, ou on soit en face. Alors tout ça en termes de pratique, pratique du ça, si on devait résumer des points communs, dans tous les cas, la pratique du design, elle nous sert à servir une vision et à mobiliser nos équipes autour de cette vision. Ça fait une vision. Le deuxième point, c'est que dans tous les cas, si vous faites du design ops pour des agences ou des produits, vous allez bosser sur le process clair, collaboratif, faut que tout le monde soit dedans, faut que les gens puissent se plugger, se déployer, etc. On va aussi travailler sur des méthodes. Ça, c'est de la facilitation, ça, c'est le classique. La rationalisation de l'écosystème, des outils. Pourquoi, en fait, est-ce que c'est important de rationaliser tout ça? Pourquoi est-ce que c'est un gros sujet? Pensez à l'onboarding, en fait. L'onboarding d'un nouveau designer dans une équipe où il y a 60 outils, bah, ça peut être un petit peu compliqué. L'onboarding d'un designer dans une équipe où il y a 5 outils, ça va forcément être long, mais ça va être beaucoup plus facile à gérer. L'outil, on y arrive très très vite dans le designer, mais c'est vraiment quelque chose une question très stratégique. La documentation aussi, alors ça, c'est le grand, qu'on soit en agence ou qu'on soit en SaaS, la doc, c'est un petit peu
c'est ce qui nous faudra tous, mais c'est ce que c'est à faire. Donc, forcément, on doit faire. On sait que c'est important, mais non, on n'a pas envie. Et pourtant, la doc, c'est ce qui fait que le tout, c'est un petit peu le ciment de votre groupe. La communication et les organisations, ça, vous aurez à le faire dans tous les cas. C'est sur mon avance ou en produit, c'est juste que vous serez sur des sujets différents. L'évolution de ça. Et bien sûr, un des plus importants, c'est connecter la pratique du design aux autres métiers. Donc, connecter ça au métier stratégique en avance, connecter ça au métier de la discovery ou connecter ça à la côté ça. Donc ça, c'est le point, en tout cas, les critères d'ISANOT qui sont les mêmes dans le travail pour une agence. Maintenant, c'est là où c'est bien intéressant. On va explorer là où il y a vraiment des différences entre c'est limité à 3. Mais c'est les 3, en tout cas, en ce qui me concerne, qui m'ont le plus marqué. La première, bon, celle-là, elle est très facile. Là, vous ne pouvez pas chercher très loin. Typologie des projets, c'est déjà la grosse différence entre les deux modèles. Et ça change tout dans la pratique et dans l'organisation des équipes de design. Quand on fait du multi-projet, on n'est pas du tout câblé quand on fait du monoprojet. Le multi-projet, en fait, c'est, à chaque fois, on a des projets différents, des caractéristiques différentes, des clients différents, des industries différentes, des objectifs différents, même si les objectifs, on doit convertir les différents souvent. Et on a des moyens différents, des cultures clients différents. Chaque projet, c'est comme si on recommençait à zéro. On essaie de recommencer à zéro le moins possible, mais c'est une gymnastique totalement différente. Et du coup, quand on est sur du multi-projet, de par cette gymnastique, les critères, en fait, que la pratique du design doit servir, c'est des critères de rentabilité, forcément, et c'est des critères de satisfaction. Notre pratique de design doit servir la satisfaction du client, et on doit s'en sortir en termes de temps qu'on passe sur les projets. Côté produit, donc monoprojet, c'est vrai, on va dans une direction, et on peut partir sur l'idée que tous les travaux de feature qu'on fait, c'est des mini-projets dans le projet. Ce qui est un petit peu différent dans le modèle SaaS, c'est que il peut arriver que des features soient développées par des équipes indépendantes. Chose qu'on n'a pas forcément là. On peut avoir une équipe A qui s'occupe d'un autre feature, une équipe B qui s'occupe d'un autre feature. Donc, la manière dont on va organiser le métier du design avec des équipes qui sont distribuées et qui sont parfois en silo, elle est aussi hyper stratégique parce qu'on a besoin aussi de casser des silos, malgré qu'il y ait des silos qui soient faits par des groupements de features ou des features. Les critères, dans ce cas-là, que la pratique du design va servir, ça va davantage être la satisfaction de l'utilisateur, la dette générée, notamment la dette technique. Le design a un impact direct sur la dette technique, ça il faut se le rappeler. Et puis le dernier point, c'est l'organisation du design et aussi suivre l'évolution de la roadmap. Ça c'est important de connaître le début. Deuxième gros point de divergence entre les deux modèles, c'est l'organisation. Donc, voilà, en agence, j'appelle ça du waterfall agile. Donc, parce que la majorité des agences qui se réclament agile sont en fait waterfall. En fait, pourquoi en agence ça se passe comme ça? Tout simplement parce que c'est compliqué de faire de l'agilité quand on travaille avec des organisations qui sont pas agiles. Donc, une agence qui veut faire de l'agilité, qui travaille avec des clients qui sont pas dans l'agilité du tout, c'est quand même très compliqué parce qu'il y a un moment ou un autre où le modèle va passer parce que le client ne suivra pas en termes d'organisation. C'est pour ça qu'en agence, on a une agilité qui est, voilà, qui est contextuelle. Mais en tout cas, de plus en plus, il y a cette recherche-là, mais c'est une agilité d'avance réelle. Côté produit, moi j'appelle ça une agilité variable, parce que on a souvent un projet global qui est dirigé par une roadmap, mais voilà, c'est un plus ou moins roadmap. On a la roadmap officielle, et puis après on a des besoins de features qui viennent parce qu'il y a d'autres contextes qui sont apportés.
qui suivent pas forcément la roadmap officielle, mais on peut se retrouver dans des situations comme c'est une future, parce qu'en fait, elle n'est pas forcément dans la roadmap, mais le gars qui l'avait. Bon, c'est bien. On a en agilité parce qu'on est en SaaS. Mais non, en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, elle est variable. À l'inverse, là où côté agence, on a des dépendances fixes, c'est-à-dire le client. Le client, c'est une dépendance fixe qui fait que l'organisation de mes projets, elle est bloquée par ce client. En fait, les dépendances qu'on a côté produit, on a la main dessus. La dépendance qu'on a côté produit, c'est principalement l'utilisateur final. C'est pas un peu le client lui-même. Donc c'est notre utilisateur final. Et lui, on peut plus avoir, il est plus accessible, étant donné qu'il y a une culture de l'interview, de la recherche, etc. Donc ça, c'est l'organisation. Et le troisième gros point de différence entre les deux modèles, c'est la culture et le modèle. Mais la culture, voilà, c'est presque le premier que j'aurais dû mettre. C'est même qui vient avec, en fait. La culture agence, c'est pas du tout la même que la culture SaaS. On est dans deux mondes complètement différents. Mais on est aussi dans deux modèles économiques différents. Et en fait, quand on regarde un petit peu les modèles économiques, on se rend compte on comprend pourquoi le design n'est pas pratiqué de la même manière. Si vous prenez le modèle économique de l'agence, c'est un projet qui sert un client, qui sert un user. Sauf que l'argent, l'argent, il vient par le client, en fait. Il vient pas par le user. Pas le user de nos clients qui paye le projet de l'agence. Là où côté SaaS, en fait, on n'a pas le volet client au départ, on a direct le produit, les users, et c'est les users qui payent, en fait. Et du coup, comme on n'a pas cet intermédiaire, on ne voit pas du tout la chose de la même manière, parce que typiquement, en termes de modèle économique, les objectifs et les priorités d'une agence, ça va être la rentabilité et le développement du portefeuille client. Tandis que côté SaaS, les objectifs du modèle économique, ça va être quoi? Le market fit, le scale, éventuellement le team. Donc, une fois qu'on a ça, on organise du design pour ces structures-là. Si on a ça en tête, on se rend compte qu'en fait, on peut pas organiser les choses on peut pas organiser toutes les choses de la même manière. Donc, en agence, on fait des projets pour les gens, et souvent, ça, on est plus sur des étapes du type construit des produits, des services. Donc ça, c'est le troisième gros point, enfin, c'est la troisième grosse différence entre les deux modèles. Et si on fait un petit peu une synthèse de tout ça, c'est en gros, voilà, si j'avais à choisir cinq gros sujets de différence entre les modèles. Un, ça serait l'industrialisation. On n'industrialise pas du monoprojet comme on industrialise du multi-projet. Prenez l'exemple du design system. Alors, quand je parle de design system, je parle d'un gros Figma et des docs. Un gros Figma sans doc, c'est un design system. C'est un gros Figma. La doc fait partie intégrante du design system. Oui, c'est chiant, la doc. Mais si on n'a pas la doc, en fait, ça va tout la gueule, c'est fait aussi. En tout cas, on ne fait pas le design system de visual pour vous le projet comme on fait pour du multi-projet. C'est pas du tout la même chose. On va pas du tout découper les éléments de la même manière, et puis surtout, on va pas avoir les mêmes coûts d'abstraction, en fait. Voilà, les mêmes coûts d'abstraction dans un cas ou dans l'autre. Le deuxième point, je trouve qui fait une grosse différence, c'est on mesure l'impact d'une décision design, l'enjeu d'une décision design. Quand on travaille sur des produits SaaS, en fait, si on regarde, Netflix avait sorti la série Abstract, vous avez fait un épisode sur Instagram, qui était hyper intéressant. Et le designer expliquait qu'en fait, Instagram ne prend pas une décision de design en un claquement de doigts, parce que derrière, il y a des milliards d'utilisateurs. Donc, une décision de design a un impact énorme parce que derrière, il faut être sûr qu'elle soit identifiée, comprise, réapprise éventuellement sur plusieurs milliards de users. En fait. Là où quand on est en avance, une décision de design, ça c'est un site. Ok. Allez, il y a 200 000 visiteurs par mois. Ok. On n'a pas à faire des déploiements sur des stores, etc. Et au pire, sur une annonce, on changera un truc et c'est non. L'impact est complètement différent. Donc, on va pas mesurer de la même manière, on va pas tester de la même manière, et on n'aura pas une stratégie d'itération de design qui sera la même
tant en termes de processus qu'en termes de tâches. Le troisième gros point, c'est souvent ce qui fait que les designers se sentent fait pour un modèle ou pour l'autre, c'est juste les salariés, en fait. Parce que, en agence, vous pouvez passer de 1 à 4 sujets par jour. Donc ça va être un sujet. Donc, voilà. En agence, il faut être prêt. Et quand on bosse sur 4 sujets, 4 projets par jour, on ne travaille pas du tout de la même manière, avec les mêmes priorités, et on ne travaille pas du tout avec les mêmes outils, avec le même niveau de rendu, que quand on travaille sur un projet, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, c'est une vraie différence, et ça a un impact réel sur la manière dont on organise le boulot. L'avant-dernier point, c'est la vélocité. Voilà. On a dit avant, culture avance, culture SaaS, c'est totalement différent. En vélocité et maturité, ça va ensemble, hein, mais on n'avance pas, les sujets ne vont pas aussi vite sur un modèle que sur le sujet du design system. Dans SaaS, c'est presque Jésus, en fait. Parce que dans le SaaS, ça fait très très longtemps que, en technique, on a des problématiques d'industrialisation, que le design a compris très très tard les besoins d'industrialisation, parce que la tech souvent ne connaît pas, du coup, les deux mondes se battaient un petit peu. Mais une fois que le monde du SaaS a vu le design system, c'est le monde du SaaS qui l'a porté. En agence, on parle de design system. Voilà, c'est plus compliqué parce que bah, il faut monter la maturité dessus, donc ça veut dire qu'il faut les projets dessus, donc ce qu'on fait, c'est mal, peut-être, donc il faut trouver les bons projets, c'est bon, donc ça c'est puis surtout que j'ai pu monter en compétence dessus, donc ça c'est déjà débat. Euh, sur la, sur la même capacité d'action sur le sujet. Le dernier point, c'est la maturité. Voilà, il y a des sujets qui sont plus ou moins matures parce qu'ils sont, voilà, le design system, encore, c'est un bon exemple. Il va être très, très mature, côté SaaS, un peu moins côté agence. À l'inverse, si vous prenez un côté agence, vous avez des profils de designers, des équipes de design qui sont beaucoup plus habituées à vendre des designs que en SaaS. En SaaS, on design plus de la feature, mais du coup, la désirabilité, elle est assez souvent mise au second plan. Là où, en agence, la désirabilité, c'est presque mis en avant d'abord, et après, la désirabilité d'une interface, elle est concernée par le fait que l'interface, elle soit nickel, etc. Donc voilà. Ça concerne les grosses différences. La dernière question, en fait, qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment affaire à deux mondes radicalement différents, ou est-ce qu'il y a des polarités qui sont possibles entre eux? Voilà, quand vous travaillez avec les deux modèles, assez naturellement, vous êtes plutôt vers la polarité. Et en fait, aujourd'hui, euh, les deux modèles pourraient s'inspirer les uns des autres. Pourquoi? Parce que les agences, déjà, pourraient s'inspirer du rôle plus actif des PM et des PE. Donc, les PM et les PE, côté SaaS, c'est des rôles qui sont vraiment actifs. Là où côté agence, le rôle de chef de projet n'est pas toujours aussi actif. C'est un rôle de passerelle, etc. Mais, assez souvent, on va être un petit peu moins dans la proaction. Là où un PM ou un PE, un PM et un PE, on va vraiment être dans l'animation d'équipe. Le deuxième point, c'est les agences. Déjà, les agences mettent en place un rituel. C'est juste un rituel assez souvent, on ne dure pas. Il se fait une fois, deux fois. Mais c'est plus compliqué d'inscrire ces rituels et de veiller à leur respect quand, quand on utilise efficace. Et le troisième point, troisième, c'est le gros sujet que les agences ont souvent du mal à comprendre. C'est les agences peuvent s'inspirer des startups pour industrialiser leur prod. Comme on appelle c'est du sur-mesure. Je suis sûr qu'on arrive à industrialiser quand même pour que ça les prête. Et les grilles, c'est grosso modo, c'est souvent les mêmes. Et les systèmes typographiques, c'est grosso modo, c'est souvent les mêmes. Et les systèmes d'espacement, c'est grosso modo, c'est souvent les mêmes. On aurait, les agences auraient intérêt justement à industrialiser toutes ces choses pour mieux identifier le terrain sur mesure, donner plus de force et répondre aux objectifs qu'ils ont. On doit produire.
Et enfin, les SaaS, et peut-être, c'est pas le modèle. Il y a aussi plein de choses à apprendre des agences. Pour moi, la première chose à apprendre, c'est de vendre le design. Là où aujourd'hui, en SaaS, c'est un produit de la future. C'est intéressant de se dire qu'on vend du design, en fait. Donc, on développe la désirabilité. On fait un peu plus que des interfaces, c'est très fonctionnel, tout ça. Voilà. La désirabilité fait partie. En UX, la désirabilité, c'est un critère de mesure. D'ailleurs, un critère qui est assez souvent, c'est l'étude de Nielsen qui est sortie là-dessus. Qui nous fait que les gens préfèrent utiliser quelque chose de désirable et pas forcément très fonctionnel que convaincre. Donc ça, et, ouais, ça fait mal, mais voilà. C'est une réalité qui est quand même hyper intéressante, parce que ça remet, dans, dans le critère haut de décision. Ça amène, ça a un vrai impact sur la. Et si on regarde tous les produits qu'on consomme le plus, c'est des produits qui sont axés beaucoup sur la visibilité. Enfin, pour travailler, c'est quand même. Et enfin, le dernier point sur ça, c'est travailler, c'est la souplesse multiprojet. Pourquoi? Parce que c'est souvent quand vous travaillez sur un projet, même plusieurs features d'un projet, au final, vous êtes toujours sur un sujet. Donc, il y a un effet tête dans le guidon qui arrive très très vite. Là où le mode multi-projet est intéressant, c'est que les erreurs d'un projet, les choses qu'on a rencontrées sur un projet ou sur un autre, etc., nous amènent un peu plus évaluer et pour aborder un problème. Donc, si on avait quelques éléments à retenir sur la différence de pratique, le design entre les deux nouvelles, ce serait quoi? C'est le quoi c'est le même. Pourquoi on fait du design c'est la même chose? Ce qui varie, c'est juste comment on fait. Parce que, il y a des points de différence qui sont vraiment structurels. Le, le deuxième point à retenir, c'est que l'idée du designer, en fait, c'est pas de se dire que quel que soit le type, en fait, il faut qu'on organise le design partout de la même manière. C'est surtout, il faut se dire que, en fait, on va organiser le design de telle manière à ce qu'il serve le, 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 le purpose de la structure, en fait. C'est vraiment ça qui est important. Et le dernier point, c'est surtout des modèles, même si c'est des modèles business qui peuvent paraître en opposition, c'est surtout des modèles qui s'apportent. Euh, un modèle qui est très parlant, et qu'on essaie de style de l'idée monoprojet ou multi-projet, en fait. Quand vous essayez de multi-projet, ça vous aide à mieux travailler de monoprojet. Parce que ça vous force à revisiter la manière dont vous découpez le design, tout le style de la. Donc voilà. Je vais être le premier. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai pas de questions, j'ai juste deux suggestions de prochain talk. La première suggestion, c'est les agences qui bossent avec des produits. Enfin, Ouais. ou des boîtes de produits qui bossent avec des agences. Recueillir un peu des cas de collaboration. Et puis, je vois que dans les deux présentations, il y a le mot culture. Je pense culture du design ou culture de la collaboration autour du design. Voilà, peut-être que vous avez un talk à faire tous les trois. Sur le premier élément que tu cites, en fait, il y a une agence avec qui j'ai travaillé qui était sur cette thématique-là. C'était une agence qui fait de la prestation web classique. Alors, eux, ils ont un pôle web au sein de l'agence sur 90, donc il y a un pôle web, la prestation web. Mais du coup, ils voulaient sortir du modèle agence classique, on fait des sites, et ils voulaient plus passer en mode agence de service, presque agence qui fait du produit. La problématique, et la raison pour laquelle le shift est hyper difficile à faire, c'est le volume.
en fait. Parce que du coup, c'était typiquement une agence qui d'un coup veut faire que du produit. Bah, en fait, ça veut dire qu'on doit changer les modèles. C'est très facile de changer les modèles et les cultures au niveau de la prod, au niveau des designers, des devs, parce que c'est produit la même chose, c'est juste qu'on va changer un petit peu l'organisation. Sauf qu'en agence, il faut faire remonter ça sur les coûts de gestion de projet. La gestion de projet, c'est pas du PM, c'est pas du tout la même chose. C'est là où je parlais de rôle plus ou moins actif du PM, du PO versus de l'achat de projet. Et après, il faut aussi faire infuser ça jusqu'au rôle stratégique et jusqu'au rôle des sales. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est que c'est de la culture à diffuser on est sur du moyen long terme, en fait. Parce que si on regarde tout en haut, les sales doivent réapprendre de nouvelles choses à vendre, doivent réapprendre de nouveaux modes de vente, de nouveaux modes de collaboration avec les clients. Voilà. Sur ce volet-là, ça se passe, mais c'est bon. Remarque, peut-être une question. Euh, la multiplication de côté SAS, c'est une vision du SAS où la culture du design, en tout cas, où la valeur en tout cas qu'on donne aux équipes de design, elle est présente et elle est fonctionnelle, parce que je dirais, c'est quelque chose qui se déroule bien, on peut le dire. Mais il y a plein de cas de figure des SAS sont des startups, il y a vraiment des investisseurs derrière, et le design, la dernière de priorité. Et du coup, c'est à quel point le critère que vous nous présentez, ça peut, par exemple, justement, une entreprise qui fait du SAS, qui n'est pas, dont le design n'est pas au cœur de la pratique. Ok, ok, c'est juste une critère vous sur une SaaS, sur un SaaS sur lequel le design il est relégué à la fin. Le modèle restera le même. Donc, assez souvent, le modèle SaaS, c'est un modèle basé sur la réponse, le plan, la mensuelle, annuelle, voilà, sur le plan. Dans tous les cas, le dispositif doit plutôt top, ou plutôt en bas, il servira ça, il servira des features qui doivent rapidement déclencher un effet sur le ML. Après, là où ça sera différent, c'est sur la structuration. À partir du moment où on parle de design ops, en fait, on parle de jobs structurants. Donc, forcément, on va être sur les cas sont valables sur des équipes où il y a deux, trois designers, et on a des besoins de structuration assez souvent sur des SaaS ou design de PO5. Il y a un designer, voilà, ça peut être un ou une junior, parce que les seniors vont beaucoup plus. Ils savent qu'ils sont désolés ailleurs, donc je ne peux pas rester là. Et du coup, c'est pas forcément des modèles sur lesquels moi j'ai quelque chose à amener parce que j'ai pas de pertinence en fait sur ces modèles-là. C'est pas forcément des entités avec lesquelles donc, de nos points, je pense que nos points sont valables à partir du moment où il y a on va dire ça, les points sont valables à partir du moment où il y a des équipes qui commencent à se structurer. Et à partir du moment, je pense, où il y a un SaaS structuré de l'équipe design, en tout cas prend un, deux, trois designers, c'est que le design, c'est qu'ils ont compris que le design, c'est une question qui va au-delà de prendre tes lignes et d'appliquer ta ligne de son entreprise. Alors, mais c'est pas une question, c'est plus une réaction. C'est un grand avocat de l'utilisabilité avant le plaisir des autres. Et J'ai vu que c'était ouais, j'ai souffert, c'est pas tombé, mais je suis pas loin quand même. Euh, euh, est-ce que je peux te suggérer de peut-être pas évoquer ça avant d'être à l'apéro, après, des choses comme ça. Parce que, enfin, pour moi, je mets un être humain devant deux produits qui sont aussi utilisables l'un que l'autre. Celui qui est plus désirable visuellement, il va avoir la préférence. Mais deux produits qui marchent pas,
Est-ce qu'on va vraiment privilégier un qui est beau, qui marche quand même pas, donc on va pas l'utiliser. On va juste prendre ni l'un ni l'autre, quoi. Alors, on peut prendre un exemple dans une industrie visuelle, mais, les deux voitures électriques qui mettent au pédale, c'est pas la selle, c'est pas tout simplement. Et à côté, tu mets une ligne de passer vite à 150 km d'autonomie en plus, tu les mets au même prix. C'est intéressant de voir, laquelle part, en fait. Quand j'ai découvert cette étude, j'étais aussi un petit peu, parce que je suis plutôt un fonctionnaliste dans ma pratique. Pareil, c'était un petit, pourquoi c'est ça, tout ce que je fais? Mais je trouve ça quand même, je pense que peut-être, de génération, parce que sur le projet de la plateforme de stream, les plans que vous, c'est des plans, notamment, sur le pas dans la fonctionnalité. Ah, si. Non, si je mets mon curseur ici, à quel endroit je tombe non, dans la le film, vignette, dans la bibliothèque. Ah, ça, oui. Ouais. Pardon. J'ai un autre exemple qui est assez intéressant. Il y a longtemps, je sais pour je sais plus si c'était un outil, je sais plus quoi. C'est vraiment un outil que les gens, c'est pas une plateforme de streaming où je pense que l'esthétique est assez importante. C'était un outil. Et, il voulait juste refaire un reskin. Moi, je suis comme ça, ça sert à rien de faire un reskin, ça sert à rien de changer. Et pour essayer de prouver que c'était débile de faire un reskin, on a fait des tests utilisateurs. Version avant le reskin, version après. Et le feedback, c'est beaucoup plus simple à utiliser. C'est la même chose. Et ouais, ça fait mal au cœur. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être un des enjeux de nos jobs, c'est que, en fait, on est tellement animé par l'envie de bien faire et faire les choses dans les standards, que ce soit au niveau de qualité, en fait, on est dérisqué, justement, c'est ce que je disais. On est dérisqué au maximum. En fait, on est embarqué par nos propres biais. Parfois, les gens, ils ont juste compris que c'était poussé Mais je peux faire les deux, c'est encore mieux. Oui, C'est ça, en tant que designer, ça va être ça le but. Enfin, même quand on passait sur des outils techniques, voilà, il faut faire un truc qui soit agréable à regarder. Et un autre exemple, dernièrement, je pense que le mec une dernière, et, on appelle, la dernière est un vachement plus sexy. Putain, c'est juste, ah, c'est chaud. Donc, à la fin, ça a fait comme, on revoit la dernière, donc, ouais, je pense que, et du coup, je pense que c'est un critère qui est, en mix, on aurait tout intérêt à faire ce critère, voilà. Super, parce que au final, la désirabilité, je trouve, c'est ce qui fait la première connexion entre ton utilisateur et ton interface. Et on peut rappeler un exemple. Et on va pas Non, mais j'ai pas une approche où je vais forcément pleurer pour les designers. Je pense que les designers, ces dernières années, ont fait des choix qu'on paye aux autres. Ces dernières années, les designers ont beaucoup plus bossé l'outil que la posture. En fait, tous les choix qui ont été faits dans le métier du design, ces 10-15 dernières années, c'est des choix qui ont amené les gens à nous voir comme des gens qui produisent des couleurs et des trucs publics. Et je pense que aujourd'hui on le paye. Et à mon sens, il peut y avoir dans la problématique que tu soulèves, il
peut y avoir un besoin de redéfinir le rôle de chacun, mais je pense que ce besoin, il n'aura pas d'effet si les designers apprennent pas à travailler leur posture et apprennent pas à faire plus efficacement. Là, si on est dans le cadre du design numérique, je pense qu'un designer doit savoir, enfin, un designer qui bosse en agence, et qui prétend à faire autre chose que de la tech propre, doit pouvoir préparer ça. Je pense que, dans une société de produit, doit savoir parler de priorisation business et, tout à l'heure, les quatre critères, doit pouvoir parler de ça avec un PM un peu, ou même avec un dirigeant. Je pense qu'on peut pas attendre que les gens nous donnent la place si en fait on ne fait pas. Alors c'est très très long. Pour tout, c'est, voilà, à moyen terme, parce que c'est re de l'évangélisation. Mais si les designers n'évangélisent pas sur ce qu'ils peuvent faire en plus que des pixels, pour moi, ça paraît compliqué derrière de réclamer une place à la table, même si cette place est méritée, parce que on a appris à processer, à réfléchir, etc. On peut avoir un impact super fort. C'est juste qu'il faut qu'on évangélise nos structures, et qu'on soit des études d'état, des choses, qui montrent qu'en fait, franchement, vous nous payez, servez-vous jusqu'au bout, et voilà, c'est pas quel truc, quoi, de faire des trucs, des allers-retours qui servent à rien. Donc, j'étais juste intéressé de savoir, déjà, merci pour cette présentation, mais est-ce que tu décrirais pas un peu finalement le job d'un PM ou un mix entre deux, de dire que les designers doivent s'intéresser à la viabilité, à, à la value finalement, la- en tout cas, aujourd'hui, comme peut-être plutôt parce que donc ça c'est la première question. La deuxième question, je m'intéresse aussi de savoir ce que vous en pensez là-dessus, sur l'industrialisation des process. Est-ce que ça c'est pas quelque chose qui peut être aussi restreindre, créatif, et- alors, je vais commencer par la deuxième. C'est le sujet, la question, c'est que le designer veut être libre de créer des choses. Il n'est pas libre de rien, il est libre de quelque chose. Il est libre au sein d'un cadre. Il est libre parce qu'avant, il y avait un cadre. Donc, si l'industrialisation, en fait, plutôt que de la voir comme un cadre restrictif, je conseille toujours de le voir comme un cadre facilitant, dans le sens où il y a plein de choses que tu refais qu'un soir, tu n'as pas vocation à faire ça. En les faisant toi, en tant qu'humain, tu n'apportes rien. Tu vois, je peux définir que tu as une taille d'expo sur une taille de fond sur un projet, sur l'autre, tu réfléchis, attends, pour voir, c'est une minute, je sais pas, après tu perds des heures dedans. Tu fais un Rex sur tes 5 derniers projets, ok, on a 7 parties, 7, boum. Allez, ça va bien. Et du coup, ton temps de cerveau, tu l'utilises à des choses qui ont vraiment de la valeur, dont le travail sur mesure, en fait. Et pour moi, l'industrialisation, c'est plus de la rationalisation. C'est plutôt de se dire, qu'est-ce que je refais à chaque fois que j'ai pas valeur à refaire, en fait, et qui n'a pas forcément un impact de dingue sur ce que je peux produire. Et c'est commencer par ça. Pour se dire, ok, le temps que j'ai à pondre une DA, par exemple, quelque chose comme ça, ben, en fait, imaginons, j'ai 2 jours pour faire une DA. Ben, en fait, si je peux économiser déjà une demi-journée, gagner une demi-journée, en enlevant tout ce que je répète à chaque fois, et qui, ouais, qui n'a pas de talent à être réalisé. Ben, j'ai une demi-journée de tout faire bien, c'est énorme. Donc, il faut pas le voir comme quelque chose de restrictif, mais plutôt quelque chose de facilitant. En tout cas, moi, dans mes pratiques, c'est comme ça que je le vois. Et sur les prods, voilà, on est tous d'accord. Tout le monde fait du 3 colonnes, du 4 colonnes, 20 médecins de colonnes, 2 colonnes. Peu de gens font des colonnes asymétriques. Enfin, on a fait explorer le web et
Les trucs pour, c'est, voilà, industrialiser, bouton, industrialiser, du plein, du ghost, du bouton, personne n'en a. Que tu fasses un projet sur mesure ou pas, tu auras ces trois styles, en fait. Donc, industrialiser. Donc, c'est simplement, voilà. Se dire qu'est-ce que j'ai pas besoin de répéter, parce que de toute façon, c'est ça, là. Et ça va te faire gagner du temps, je pense. Te dire, le sur-mesure, en fait, il va pas se trouver dans le design de mes boutons, de ma grille, mais il va se trouver soit dans de la pure expression artistique, soit du beauté visuel, soit sur une grille un petit peu truquée, parce que tu veux sortir du disque-là, parce que je peux pas vraiment, euh, c'est passé. Donc voilà, c'est juste, tu replaces, ça te sert à replacer ton énergie sur des choses qui ont vraiment important. Et la première question que tu avais posée, Ce que je veux faire. si, c'est ça prochain, en fait, c'est pas mal de description de, ah, alors, c'est ça. Designer ou pro. Donc, en fait, design. Je voulais faire un parallèle avec, tu prends le design industriel à l'époque. On connaît tous Dieter Rams. Le design industriel, le design, de mobilier, je trouve que c'est un super exemple. Parce qu'en fait, les designers ne peuvent là que faire des dessins. Et le design produit en général. Tu peux pas être designer produit et faire que un dessin sans t'intéresser à comment ça va être fait, comment ça va être produit, comment est-ce que ça va être utilisé, comment est-ce que, voilà, est-ce que la manière dont c'est pensé, designé, ça peut créer un match, avec des tendances actuelles, donc ça c'est du marketing, c'est des études de marché, etc. Et je trouve que le design industriel, c'est un super exemple à prendre en considération pour nous en design numérique, parce que c'est une pratique où tu peux pas juste dessiner un objet, en fait. Tu dois penser tout autour de l'objet, et un numérique, c'est pareil. Pour moi, tu peux pas, après, c'est ma vision. Pour ça, je précise que c'est ma vérité à moi. Mais, je considère que tu peux pas prétendre sortir une interface qui répond à des besoins si tu t'es pas intéressé à ces besoins, si t'as pas creusé les besoins pour essayer de mieux les comprendre, pour essayer de décider des motivations intrinsèques, etc. Ça, c'est un cheval entre la psycho et l'X, en fait. C'est pas une interface. Pareil, pas sortir des interfaces, pertinentes si un client tu peux pas ton travail à des sales. Donc, ton meilleur ami, c'est commercial, le commercial. Parce que c'est la personne qui va pouvoir itérer le plus rapidement possible sur ce que tu proposes. C'est quelque chose qui correspond à ma vision, moi, du design. Un élément qu'on met en place quand on met en place une culture discovery, c'est de pas tomber dans le piège d'avoir des rôles très stricts pour les personnes. Et c'est justement de dire, notamment en discovery produit, vous avez tous le même objectif. Donc si toi, Dev, tu as une idée ah tiens, faut faire attention à ça sur la valeur utilisateur, ou que le UX a une idée en gros, l'idée, c'est que c'est tellement complexe que ça demande un vrai travail d'équipe, un vrai travail collaboratif, et d'avoir des frontières claires entre les rôles ne va pas aider le process. Il y a un autre exemple, si tu prends sur le web, tu regardes tous les sites awards, etc., etc. Les grandes innovations que tu trouves sur les sites awards viennent pas des designers. Donc en fait, si ça montre que tu as besoin de créer de la polarité entre les métiers et tout sur les métiers, voilà. Tout ce qu'on fait maintenant en interaction, ça vient du fait que tu as des devs combinés, qui font des trucs. Le WebGL, ça n'a pas été inventé par des designers. C'est une tech, et c'est la tech qui a nourri de la faire, en fait. Et c'est pour ça, je pense qu'on a tout intérêt, en tant que designer, à se faire des remarques sur les